Donc bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde. Je m'appelle Jean-Baptiste Bosson, je suis glaciologue, géomorphologue. Je travaille dans la protection de la nature et notamment des glaciers, on en parlait à midi. J'ai créé une association qui s'appelle Marge Sauvage et d'habitude je suis de l'autre côté, on m'invite pour parler et là je suis invité pour faire parler, c'est la première fois pour moi. Vous m'en voudrez pas si, enfin je vais faire de mon mieux. Les amis de ce côté, je ferai de mon mieux, c'est la première fois, donc voilà. Je vous laisserai vous présenter quand je vous donne la parole juste après, ce sera plus précis que ce que je veux dire moi. Donc on est là pour parler des glaciers, de la cryosphère et de la bombe pour la planète que ça peut représenter. Et on va voir si on trouve les moyens, les détonateurs pour empêcher que la bombe explose. C'est un peu le but de cet échange, j'espère. Qu'on aura des pistes d'action, en tout cas des pistes de réaction collective. Pendant la conférence, c'est dessiné. Il y a une ou un artiste, je n'ai pas vu qui était. Pascal qui dessine, voilà, qui est au fond là-bas, qui dessine un peu ce qu'on dit. Si ça l'inspire, si on raconte que des choses complètement bénignes, il n'y aura peut-être pas grand-chose, mais n'hésitez pas à aller voir après, parce que je crois que ça vaut vraiment le coup. Et puis les dessins sont exposés après, et que c'est des belles synthèses des échanges. On vous propose quelque chose comme entre 45 minutes et 1 heure d'échange entre nous. Je pose quelques questions, et puis après un échange avec la salle. Donc voilà, et donc on va commencer. Moi, je voulais vous demander, et on va commencer par Olivier Poivre d'Arvor, et puis je ferai passer la parole après. Un petit mot sur l'état de la cryosphère, parce que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et puis peut-être si tu peux commencer par quelque chose de concret, sur quelque chose qui t'a marqué une des dernières fois où tu étais en contact avec la cryosphère, dans tes voyages, dans tes expéditions. Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué, et puis un petit mot sur l'état de la cryosphère. Et si tu peux te présenter rapidement. Donc on fait tout le boulot, quoi, en fait. Voilà. C'est incroyable. Merci d'abord à vous toutes et à vous tous d'être là. C'est quand même un très bel endroit. Oui, me présenter, je suis probablement le plus âgé de tous ici, en tout cas sur la scène. Mais c'est parce que j'ai fait un certain nombre de choses, beaucoup dans le domaine de la culture. J'ai créé une chose qui s'appelle l'Institut français, qui s'occupe de la présence de la culture française dans le monde, et puis étant écrivain, des romans, un certain nombre de choses, mais je suis surtout diplomate et spécialiste du monde arabe, arabisant, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai été nommé pour m'occuper des pôles et des océans. Le monde arabe est très représenté en Arctique et en Antarctique, mais tout ça pour vous dire que j'étais ambassadeur en Tunisie, en Égypte et dans différents pays, mais que depuis toujours, étant marin, l'océan est très proche de moi, ou plutôt je suis très proche de lui, et que je préside aujourd'hui le Musée national de la marine et la corderie de Rochefort. Voilà. Et donc tous ces lieux qui sont des lieux de ma mémoire, du patrimoine maritime, me font que je m'intéresse beaucoup à l'avenir de l'océan, au futur de l'océan et au futur des pôles. Et j'ai donc, il y a maintenant 3 ans, succédé à Ségolène Royal, qui elle-même avait succédé à Michel Rocard, qui avait été le premier ambassadeur des pôles. On est 3, mais moi j'ai demandé, comme j'ai l'impression que Ségolène avait pas mal de temps avec ce job, d'avoir en plus les océans. Voilà. Comme personne ne s'intéressait à l'idée d'une ambassade des océans, j'ai demandé les fleuves, les zones humides. Bref, je m'occupe de tout ce qui est mouillé. La pluie, pas encore, mais voilà. Et donc c'est ma fonction. Rapidement, pour répondre à ta question sur ce qui m'a frappé, peut-être, c'est ça la première question. Ce qui m'a frappé, c'est que cet échange qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il y a 4 ou 5 ans, il aurait été assez exotique. On aurait parlé de Paul-Émile Victor, de la disparition de l'ours polaire ou de choses importantes, ou des manchots empereurs. Évidemment, maintenant, me semble-t-il, grâce à, d'ailleurs, ceux et celles qui sont là, et je mets Jean-Baptiste dedans, et aussi parce qu'on a, je pense, réfléchi plus globalement qu'un lieu, le pôle Nord ou le pôle Sud ou les glaciers, qu'à travers cette notion un peu abstraite, parce que franchement, le mot cryosphère, je travaille auprès du président de la République, donc la première fois que je lui ai parlé de ça, j'ai senti que je lui ai dit, il faut faire un sommet sur la cryosphère. Les gens, parfois, cryosphère, cryogénie, pas toujours très clair. Hein. Donc ce terme de cryosphère, il est quand même assez nouveau. Et donc on va demander à Eddy de nous dire exactement ce que c'est. Non, pour vous dire, moi, ce qui m'a frappé, c'est d'aller, comme je fais par ma mission en Antarctique assez souvent,
enfin 3 fois là déjà depuis. Ça prend quand même un ou 2 bons mois minimum, et d'aller vivre dans les conditions relativement extrêmes, notamment dans notre station qui s'appelle station franco-italienne polaire, Concordia, qui est à 3000 mètres d'altitude. Donc vous avez déjà un peu le mal des montagnes, vous respirez mal, dormez mal, etc. Mais c'est surtout assez froid, c'est moins froid qu'avant, évidemment. Pour un petit exemple, en gros, les températures à Concordia, elles sont pas tout le temps, mais en gros, il fait 20 degrés de plus entre l'année dernière et cette année. Partout, tout le temps, enfin, presque tout le temps, pas tous les jours, mais il y a vraiment toutes ces pointes. Donc il y a un écart énorme. Et j'y étais pendant 1 mois et demi avec Thomas Pesquet, parce qu'on voulait emmener Thomas, et lui voulait surtout voir un peu ce que c'était que les conditions extrêmes et essayer de comparer ce monde de l'espace et ce monde antarctique. Et c'était impressionnant de le voir d'ailleurs réagir. Et j'ai compris à ce moment-là que quand on s'intéresse à la cryosphère, quand on s'intéresse à l'Antarctique, on a vraiment une vision monde, parce qu'on a cette vision de l'espace aussi. L'espace est un élément extrêmement important pour comprendre l'océan, mais aussi évidemment le monde polaire. Et que donc le sujet dont on parle aujourd'hui va nous permettre de parler au-delà de l'effondrement de la cryosphère ou des glaciers qui vont mal, des sujets assez classiques, d'avoir vraiment une vision très, très holistique du monde à l'épreuve du climat, à l'épreuve des hommes. Et donc, pendant ce mois et demi avec Thomas, c'était un échange très, très passionnant où on passait de la Lune, Mars, des étoiles à cette incroyable couche de glace, 3000 mètres, grand comme l'Europe, qui recèle, je crois, 80% de la quantité d'eau douce totale au monde. Voilà. Merci beaucoup. Heidi Sevestre, qui tu es tu peux nous dire un mot sur la cryosphère, parce que tu as la vision systémique. Et puis, quelque chose, un ressenti récent au contact de la cryosphère. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous et d'être avec une Dream Team telle que celle-ci. Merci pour l'invitation, Libre en Marche. Alors, je suis glaciologue aussi et je travaille pour une institution qui s'appelle le Conseil de l'Arctique. Donc, c'est les 8 pays de l'Arctique qui sont rassemblés et qui ont créé ce club, ce forum, pour discuter des enjeux de cette région ensemble. Et dans ce Conseil de l'Arctique, il y a différentes équipes qui coordonnent la recherche sur notamment notre équipe, le dérèglement climatique, la santé humaine, les polluants, les contaminants et la radioactivité, parce qu'il y en a quand même un petit peu dans certaines régions de l'Arctique. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la cryosphère, Olivier l'a très bien expliqué, c'est que on assiste vraiment à une réaction très très forte de ces régions de neige et de glace au changement climatique. Et le titre de cette session, je trouve qu'il est un petit peu, il n'est pas tout à fait vrai, parce que les bombes climatiques, c'est pas les régions polaires, c'est les énergies fossiles. C'est vraiment la source du problème aujourd'hui. Voilà, plus on brûle du gaz, du pétrole, du charbon, plus elles réagissent. Mais il n'est pas si bête que ça, ce titre de la session, parce que si ces régions polaires réagissent au changement climatique, elles peuvent vraiment encore plus accélérer le changement climatique tel qu'on le voit aujourd'hui. Par exemple, le permafrost, on en a 23% des terres de l'hémisphère nord. C'est du sol gelé en permanence. Quand il dégèle, il émet lui-même ses propres gaz à effet de serre, le CO2 et le méthane, et donc ça accélère encore plus le changement climatique. Ou ce qu'on voit aujourd'hui, là ce que l'Italie a subi, l'Europe centrale, c'est que parfois avec le fait que l'Arctique se réchauffe très vite, ça perturbe les vents entre chez nous et l'Arctique. Et cette perturbation des jet streams, c'est comme ça qu'on les appelle, ces petits vents, ça peut complètement bouleverser la météo chez nous. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir des vagues de chaleur qui vont remonter vers le nord ou l'inverse, des grandes vagues de froid qui vont parcourir nos régions et nous créer ce bouleversement, on appelle ça le climate weirding, le fait que le climat devient super bizarre. Et ça, ça crée toutes les inondations que l'on a vues, notamment en Italie, en Europe centrale. Et c'est ça qui est crucial de comprendre aujourd'hui, c'est que cette cryosphère, on l'aime, cette cryosphère, elle est très belle, elle est très importante. Mais aujourd'hui, le fait qu'elle réagisse aussi vite au changement climatique, ça nous attaque jusqu'à chez nous, même si on n'est pas à côté des glaciers. Donc ça bouleverse notre agriculture, notre économie, notre santé. Vraiment, ce sont des piliers du climat tel qu'on le comprend aujourd'hui. Et peut-être un moment qui m'a marqué ces dernières semaines. Alors j'ai la chance de continuer à faire beaucoup de terrain. J'ai passé une partie de l'été au Groenland et ensuite je suis partie vraiment dans un environnement complètement opposé, qui est l'Ouganda. Parce qu'il y a des petits glaciers en Ouganda, on les appelle les glaciers tropicaux. C'est des glaciers qui sont dans les monts des Rwenzori.
entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ça fait partie des sources du Nil, ces glaciers, c'est extraordinaire. Et on est parti là-bas, déjà à la rencontre des communautés qui habitent autour des monts des Rwenzori, et aussi pour calculer la quantité d'eau qui reste dans ces glaciers. Parce que pour ces communautés-là, pendant une partie de l'année, s'il n'y a pas de glacier, il n'y a pas d'eau. Donc c'est un problème vraiment du quotidien pour ces personnes-là. Et ce qui m'a touchée, c'est que pour ces communautés-là, les glaciers, c'est vraiment l'origine de la vie. Les glaciers, ils ont une importance culturelle immense. Et c'est des communautés qui ont une empreinte carbone, je pense, négative, et aujourd'hui qui se prennent le changement climatique, mais de la façon la plus violente que j'ai jamais vue. Et donc pour ces communautés-là, il faut qu'on leur donne de la voix, et on est là pour ça, on est là pour les défendre aussi. Et tu le fais très bien. Olivier Rémo, même question que pour tes deux protagonistes. Alors bonjour, moi aussi je suis très content d'être là, merci de l'invitation. Alors beaucoup de choses, mais récemment, enfin je me présente, je suis philosophe, mais je travaille dans une institution qui s'appelle l'École des hautes études en sciences sociales, et je travaille sur des questions d'écologie au sens large, et j'essaye de construire des ponts entre les disciplines, enfin de faire dialoguer aussi les gens avec leur outillage d'analyse et puis leurs expériences de terrain. Alors, il y a plusieurs choses, moi, qui m'ont frappé, mais en fait, j'aimerais bien incarner le propos, le mien, tout de suite. C'est rebondir sur ce que tu viens de dire, Heidi, parce que je crois que c'est très important, c'est la question des communautés autochtones. J'étais moi aussi au Groenland en juin, et ce qui m'a frappé, c'était ce que j'avais compris auparavant, mais là, on l'a vraiment vécu en lien avec les personnes d'une île qui s'appelle Umanak, donc à l'ouest du Groenland. C'est le type de lien, en fait, qui est de l'ordre des fibres quasi organiques que les communautés, ou certaines personnes des communautés autochtones, il ne faut pas généraliser, mais voilà, pour des besoins de langage, disons ça, éprouvent et entretiennent avec plusieurs entités naturelles du type glacier, du type iceberg, du type banquise, pour ne parler donc que de la cryosphère. Et c'est important parce que, nous le savons tous, ça fond, ça disparaît. Et donc, il y a un double plan, je crois qu'il faut prendre en compte d'emblée, c'est-à-dire le plan scientifique. J'aime bien toujours rappeler cet exemple qui me paraît extrêmement éloquent, celui de la banquise. C'est-à-dire la rétractation de la banquise, ce n'est pas simplement un bout de glace, donc en l'occurrence d'eau salée, qui s'en va. C'est aussi tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire les algues marines unicellulaires, ces petites diatomées qui sont au principe de la chaîne alimentaire des eaux froides, qui descendent éventuellement jusqu'à 1000 mètres de profondeur pour ensuite bien remuer tous les nutriments, faire remonter, bref, c'est ce qu'on appelle la pompe arctique. Et ça s'en va. Or, ça fabrique quand même à peu près 35 à 40% selon les chiffres de l'oxygène mondial, les forêts s'occupant du reste. Donc la rétractation de la banquise, ça veut dire que tous les vivants respirent moins bien. Il faut l'avoir bien en tête, quoi. Ce n'est pas simplement quelques épaisseurs de glace qui s'en vont. C'est tout de suite lié aux vivants, quoi. Et donc, il y a autre chose qui joue aussi, c'est que les communautés autochtones, pour la plupart, entretiennent des liens très intimes avec ces entités naturelles, et que donc, lorsque ces entités naturelles fondent, disparaissent, et un glacier qui disparaît, c'est un glacier qui meurt comme une personne, c'est-à-dire qu'on en conserve des souvenirs, son fantôme, quelques récits, des légendes, mais c'est quelqu'un qu'on a perdu. Eh bien, ces fibres organiques sont coupées. Et en fait, quand on discute avec elles, quand on travaille sur ces communautés, sur leurs récits, sur leurs traditions orales, sur leur savoir écologique, on se rend compte qu'en fait, ce qui arrive, c'est un scénario de dépeuplement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui perdent des interlocuteurs avec lesquels ils dialoguaient tous les jours. C'est des vraies relations de partenariat. C'est des entités, par exemple, qui jouent un rôle dans la cohésion sociale des sociétés. En Alaska, ça existe encore, des populations qui, lorsqu'elles ont un différend à l'intérieur de certains clans, envoient quelqu'un, en l'occurrence un chaman, même si les traditions chamaniques sont vraiment en train de disparaître elles aussi, aller dialoguer avec le glacier, il revient avec
une espèce de panel de solutions, de propos envoyés par le glacier. On en pense qu'on veut, on peut rire, mais on peut aussi prendre ça au sérieux. Du point de vue de l'effet que ça produit. Ça produit un effet de cohésion sociale. C'est-à-dire que souvent, le différent est réglé. En fait, ça invite chacun à se mettre à la table de la discussion et à jouer le jeu de la délibération. Et donc, j'aime beaucoup, je trouve que ça, on le comprend à chaque fois, c'est-à-dire ce retour du dialogue que les humains entretiennent avec des entités non humaines sert aussi aux humains pour régler leurs propres problèmes internes. Ça, je crois qu'il faut l'avoir en tête. Et puis peut-être une dernière chose, juste un exemple que j'aime beaucoup, parce que ça m'a frappé. C'est l'état des marmottes alpines. Alors, on parle d'un autre registre de la cryosphère, c'est-à-dire celui, parce que j'ai passé pas mal de temps en montagne ces derniers mois, celui de la cryosphère donc, qui s'applique à ce ciment naturel qui relie les roches entre elles. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un paysage montagneux, dans un milieu montagneux. On se met depuis de plus en plus d'années à entendre des éboulements qui font un autre type de bruit ou qui sont plus fréquents que les éboulements dits naturels. La montagne casse, c'est parce qu'elle perd son ciment naturel, c'est-à-dire ce sol gelé. Et l'un des effets, il y en a beaucoup bien sûr, mais c'est que les marmottes alpines, lorsqu'elles commencent à hiverner, qu'elles se nichent dans leur terrier, en fait, ne plus avoir une couverture neigeuse au-dessus des terriers suffisamment épaisse, ça leur pose problème. C'est-à-dire qu'elles passent des mois et des mois à se remuer tout le temps, c'est-à-dire avoir un sommeil carrément agité, pour ne pas avoir froid. Elles s'épuisent. Effet direct. Lorsqu'elles mettent bas, leur portée, elles-mêmes, les petits naissent plus faibles, parce que les parents sont plus faibles. Quand elles sortent du terrier, quand tout le monde sort du terrier, il faut bosser. Qu'est-ce qu'elles font les marmites, entre autres, les marmottes, pardon. Elles ont une activité fouisseuse, vraiment très marquée. C'est-à-dire qu'elles fouissent le sol, quoi. Elles contribuent à l'aérer, elles le drainent. Et donc les marmottes plus fatiguées, c'est des marmottes dont l'activité fouisseuse se réduit. Elles aèrent beaucoup moins le sol. Il suffit qu'il y ait des grosses pluies qui arrivent. Le sol est moins aéré, il stocke moins de carbone, il absorbe beaucoup moins la pluie aussi. La pluie ruisselle. Et ça contribue à provoquer les glissements de terrain qui ont fermé, par exemple, la route de Modane. C'est un des facteurs parmi tant d'autres, mais c'est un des facteurs. Voilà, moi, à quoi j'ai pensé assez récemment. Merci beaucoup. On a un très bon panel. Moi, je suis content parce qu'on est venu pour parler de la cryosphère. On parle de diplomatie et de politique, et tout est très politique, et c'est noble, la politique, c'est prendre des décisions collectives, c'est pas un gros mot. On parle de vivant, tu nous parles de mort des glaciers, d'adieu, tu nous parles de marmotte, enfin voilà, donc on est dans la toile du vivant, et l'humain, non-humain, le vivant, non-vivant, tout est connecté, et je pense que ça commence très bien. Une question pour Olivier Poivre d'Arvor, pour rebondir sur ce que tu dis. Tu nous as parlé de ces peuples premiers ou des peuples autochtones. Moi, j'utilise souvent, moi, je viens un peu des montagnes aussi, puis j'habite à Annecy maintenant. Mais quand je vais dans les vallées, je dis on va aller parler aux autochtones sans aucune supériorité. Et voilà, mais en fait, les autochtones, ils sont partout. Et ici, on est un peuple autochtone qui vit des glaciers et qui vit. Et toi, Olivier, qui fait de la diplomatie autour de cette thématique, ton regard là-dessus, on fait cette dichotomie entre les peuples autochtones et puis nous. Mais en fait, on est un peuple autochtone des glaciers aussi. Enfin voilà, c'est une petite question là-dessus. Et puis comme ça, j'en pose une deuxième dans la foulée. Ton dernier ouvrage, là aussi on parle du vivant, tu donnes la voix aux sternes arctiques notamment, tu t'associes à elles dans un voyage sur Terre. Qu'est-ce qu'elles t'ont raconté, les sternes arctiques, ou qu'est-ce que tu as voulu raconter à travers elles, donc voilà, sur ce lien avec le vivant? Bon, je vais essayer parce que là on est avec les marmottes, et donc moi je voulais vous parler des êtres humains et de l'élévation du niveau de la mer. Mais en fait, mes sternes arctiques, donc ce livre qui s'appelle 2 étés par an parce que les sternes arctiques ont un avantage sur nous, c'est qu'elles ont beaucoup de vacances. Elles passent 2 étés par an, puisqu'elles se déplacent, elles migrent. C'est l'oiseau migrateur le plus impressionnant parce qu'il, pendant des 30 années de sa vie, il va et vient. Il fait environ 40 000 km à l'aller, 44 000 km au retour. Tout ça dans une année. Il pèse 100 grammes, ou elle pèse 100 grammes. C'est d'abord des oiseaux très sympathiques, comme les marmottes d'ailleurs.
sont pas trop en voie de disparition, les sternes arctiques en tout cas. Et c'est des animaux très fidèles et c'est des couples vraiment. J'en ai suivi un petit peu quelques-uns dans des stations pendant 2-3 ans. Voilà, ils s'aiment beaucoup, ils font un enfant par an, une dizaine d'enfants. Il y a le seul moment où ils se séparent. Parce qu'à la différence des poissons, c'est très fidèle. Les poissons, c'est pas du tout sérieux. Hein. Ce qui se passe sous la mer, c'est vraiment indescriptible. Mais là, les marmottes, les sternes se séparent pour voyager. Et c'est pas encore très clair pourquoi. Et donc, elles font ce long voyage, parfois 2 mois, hein, pour arriver d'Arctique, où elles sont là chez Heidi, en gros, enfin dans le Groenland, chez toi, là, dans le nord arctique. Ou un peu plus bas. Et puis, elles arrivent là, en général, au mois d'avril, de mai. Donc, elles se réchauffent parce qu'il fait chaud. Le soleil arrive, la lumière. Elles ont besoin de soleil, de lumière et de nourriture. Bon, c'est un beau programme. Et elles trouvent tout ça là-bas, pour l'instant. Mais évidemment, elles vont certainement se déplacer à travers les décennies. Et donc, quand il commence à faire moins jour, moins chaud, et qu'il y a moins à manger, elles partent. Et donc, elles font ces migrations. L'un ou l'une, selon, prend le chemin de l'Afrique, l'autre le soin de l'Amérique, et elles se retrouvent, c'est ça, ces sternes, ce qui est bien, ces couples se retrouvent par un simple petit cri qui font, quand elles arrivent sur la péninsule antarctique, où elles sont des milliers à se retrouver à un point précis, où elles vont, là, comme ça, spontanément, guidées par une chance absolument impressionnante. Les oiseaux, c'est vraiment extraordinaire, franchement. Quand on rentre dans cet univers-là, on est difficile de quitter. Elles se retrouvent par ce cri et elles passent l'autre été en Antarctique. Elles vont et viennent. Ça m'a permis, en tout cas, d'essayer, pour revenir à ce que je disais, c'est en gros de parler de ce système de la cryosphère, parce que notre débat, il est complexe, parce qu'on parle des glaciers, on parle des pôles, on parle de la glace, de la neige, et puis des effets. Bon. Il y a au moins un élément que ces sternes vont voir en 2048. 2048, c'est le moment où le traité de l'Antarctique peut être remis en question par des pays. Elles vont survoler tous ces écosystèmes magnifiques, glaciers, pôles, fleuves, océans, et elles vont finalement, avec des projections qu'on connaît relativement des scientifiques, qui sont parfois un peu optimistes d'ailleurs, nous décrire le monde vu de haut, mais pas du point de vue des hommes, mais du point de vue d'un couple d'oiseaux. Ce qu'elles voient évidemment, et c'est là où, au-delà des marmottes, c'est très important, et des sternes, c'est très important, mais enfin, c'est que cette affaire de la cryosphère, ça nous impacte tous. Alors, on parle des peuples autochtones. Moi, j'oublie cette expression parce qu'évidemment, en Antarctique, il n'y en a pas. Il y a des scientifiques, il y a 5000 scientifiques qui sont là. En Arctique, il y en a. Dans les glaciers, il y en a. Mais l'impact de la fonte, pour dire rapidement, de la calotte glaciaire du Groenland, à quoi s'ajoute celle de la fonte de la calotte de l'Antarctique et des glaciers qui vêlent à une vitesse très, très précipitée, qui semble, d'après les scientifiques, vraiment quand même relativement inquiétante. Cette fonte-là, pour moitié, s'ajoutant à la dilatation, au réchauffement de l'eau qu'on connaît tous, hein, partout, pour moitié, donc les deux phénomènes, 50-50 ou à peu près, font que l'eau monte. Vous êtes au courant, on est tous au courant, si ce n'est que les prévisions de cette élévation du niveau de la mer ne cessent de se déplacer vers un curseur qui, aujourd'hui, hein, on est quand même qu'en 2024, donc on est encore loin de la fin de ce siècle, mais d'ici la fin de ce siècle, difficile d'imaginer qu'on ne sera pas au-delà du mètre d'élévation au niveau de la mer globale. Ce qui veut dire qu'il y a des endroits où ce sera beaucoup plus qu'un mètre. Et donc là, vous avez une première conséquence de ce qui se passe, de cet effet du changement climatique, dilatation de l'eau plus réchauffement de l'eau plus fonte des pôles. Vous avez a priori 500 millions de personnes qui vont être touchées par ce phénomène de l'élévation de la mer. Aujourd'hui, je pense que ce sera plus. Pour aller souvent dans les îles du Pacifique, on les voit. Il y a quand même 4 États des Nations Unies qui vont disparaître d'ici 20 ans. Disparaître juridiquement, parce qu'ils seront... Donc la discussion aux Nations Unies, c'est est-ce que ces États vont continuer à avoir une existence si leur zone économique exclusive est sous l'eau. Kiribati, Tuvalu, Maldives et peut-être les îles Salomon, les Tuamotu chez nous aussi, en Polynésie française, vont disparaître. Mais Jakarta, la capitale, a déménagé. Le Bangladesh, les côtes chinoises et les grandes villes du monde sont très inquiètes. Le maire de New York, le maire de Shanghai, tous ces gens-là se parlent
parce qu'ils sont face à un phénomène absolument dramatique, cette élévation du niveau de la mer. À ces 400 ou 500 millions de personnes qui sont touchées par cette fonte et cette dilatation thermique, s'ajoutent évidemment les conséquences là sur les populations très directes, puisque les populations qui vont être touchées, qui sont au Bangladesh, elles ne sont pas tellement concernées par le pôle Nord ou par le pôle Sud. Donc l'affaire est commune, quoi. C'est pour ça qu'il faut, je pense, penser communément, tous ensemble, et pas égoïstement par rapport à son propre glacier ou à sa propre réalité. Parallèlement, mais ça vous en parlerez mieux que moi, mais même si je m'y suis intéressé pas mal à l'occasion du lancement d'un One Polar Summit qui a été lancé l'année dernière, qui a permis un certain nombre d'avancer, en tout cas de rassembler des pays autour d'un projet commun de préoccupation par rapport à ce sujet de la cryosphère. Par ailleurs, évidemment, la fonte des glaciers impacte des grands nombres de populations ici, mais je pense qu'à l'échelle, en effet, africaine, tu l'as dit, latino-américaine, les grands glaciers latino-américains, mais encore plus à l'échelle de l'Hindu Kush et l'Himalaya, de l'ensemble de ce bassin où il y a d'énormes tensions possibles géopolitiques entre l'Inde, la Chine, les différents acteurs. Mais là, l'effondrement, je pense, de la glace dans ces espaces va induire, j'imagine, sur les populations des effets extrêmement négatifs. Je saurais bien en parler, mais j'imagine des bassins qui vont s'effondrer, des inondations, puis après un manque d'eau. Donc, d'un côté, il y a trop d'eau, il va monter. De l'autre, il y aura plus d'eau, donc les activités agricoles, humaines. Donc, ça va être en effet quelque chose qui va toucher les populations, au sens large du terme. Même combat, ceux qui sont en bas des glaciers que ceux qui se trouvent au bord de l'eau. Et cet ensemble-là doit vraiment nous faire réfléchir, quand on rentre chez soi, quand même à la production de dioxyde de carbone. Et je continue à trouver scandaleux que tu connais bien le Conseil de l'Arctique, mais que des pays comme la Russie ou la Norvège d'ailleurs continuent d'exploiter les énergies fossiles dans cette région. Cette région, elle est très fragile, elle va être encore plus fragilisée peut-être à cause de ce qui se passe évidemment aussi avec la route du Nord qui peut se dégager un jour par peut-être la traversée par les bateaux, les containers de cette route du Nord arctique. Et donc ces espaces sont très fragiles et je pense qu'il faut vraiment avoir un sens de la responsabilité par rapport à cet ensemble qui s'effondre quand même quasi inexorablement. Ça, là-dessus, vous saurez répondre plus précisément. Merci. Vous avez vu, bon, ça s'appelait la bombe, hein, on creuse un peu là, c'est des sujets qui sont un peu anxiogènes. On parlera un peu de solutions après. Heidi, peut-être une petite photo de la cryosphère aujourd'hui sur Terre, comment elle va. Et puis tu as fait 2 ouvrages ces dernières années sur... on continue à creuser, mais je pense que c'est important d'être lucide. Oui. Hein, pour agir, il faut aussi avoir conscience de l'urgence et de la gravité de la situation. C'est le premier pas. Donc, et la question que j'avais aussi, c'était sur tes ouvrages. Toi, tu es devenu une des voix des glaciers dans le monde quand même ces dernières années. Et puis, ils te racontent quoi, les glaciers? Et qu'est-ce que tu veux transmettre comme message? Ah ouais, super question. Alors, pour faire un petit état des lieux rapidos, mais on a eu la chance déjà d'avoir une très bonne photo de ce qui est en train de se passer par Olivier. Bon, j'arrive même pas à trouver les mots pour dire à quel point la situation est compliquée quand il s'agit de la cryosphère. C'est apocalyptique, hein, à part catastrophique, terrifiant. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le décrirais. Donc cette cryosphère, voilà, c'est un baromètre du climat. Elle réagit très vite à l'augmentation des températures. Donc je laisserai JB nous expliquer vraiment ce qui se passe dans nos montagnes parce que tu es vraiment un expert extraordinaire pour nous expliquer ce qui se passe dans les Alpes. Mais pour vous dire très simplement, on est en train d'arriver à un moment dans l'histoire de cette cryosphère où on sait qu'une partie de cette cryosphère, c'est plié pour elle en quelque sorte, c'est trop tard, on ne pourra plus la sauver. Et aujourd'hui, moi j'essaie toujours de regarder le verre à moitié plein et de me dire qu'est-ce qu'on peut encore sauver. Donc si on regarde par exemple, tu l'as très bien dit, des grandes calottes polaires, on en a 2, l'Antarctique et le Groenland, elles contiennent suffisamment de glace pour augmenter le niveau des océans de 65 mètres. Donc c'est majeur, ces 2 calottes polaires. Et aujourd'hui, toutes les deux, le Groenland comme l'Antarctique, nous montrent vraiment des signes de faiblesse. Et il semblerait que si on continue à voir les températures augmenter, on risque d'avoir vraiment un point de bascule, donc une désintégration irréversible de cette cryosphère si on dépasse les 1,5 voire 2 degrés d'augmentation de température. Et là, en ce moment, le Groenland, alors on voit vraiment du gros, hein, le Groenland, il perd 30 millions de tonnes de glace par heure en moyenne sur l'année. Donc c'est beaucoup plus fragile, en fait, beaucoup plus vulnérable qu'on le pensait. Et ces calottes polaires, avec la dilatation des océans, font que le niveau des océans il augmente de 4 mm par an.
Et là, préparez-vous parce que dans les prochains mois, il va y avoir de nouvelles études scientifiques qui vont sortir. Et ça, je l'ai appris il y a quelques jours, qui nous montrent que ça peut être non pas quelques centimètres par an, mais ça pourrait être de quelques dizaines de centimètres par an, l'élévation du niveau des mers causée par ces calottes polaires. Ensuite, on a le permafrost, donc qui dégèle, on en a parlé tout à l'heure, qui déstabilise nos montagnes. On a la banquise, autant arctique qu'antarctique, qui est vraiment en train de réagir très vite, et là, qui perturbe beaucoup les courants océaniques et les courants atmosphériques. Donc, c'est pour ça qu'on a une météo de plus en plus bizarre et de plus en plus imprévisible. Et qu'est-ce que j'ai raté? La neige, on peut en parler. La neige qui fait partie de la cryosphère, qui est elle aussi très, très sensible à ces soubresauts de la météo qui est causée par tout ça. Donc, on a vraiment un emballement aujourd'hui. Les choses sont vraiment en train de s'accélérer considérablement. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Olivier, et Olivier aussi. C'est que finalement, c'est pas juste des surfaces de glace, c'est pas juste des millimètres d'élévation du niveau des mers, c'est toute une biodiversité qui est associée à ça. C'est vraiment des piliers de la façon avec laquelle notre planète fonctionne, qui est directement connectée à cette cryosphère. Donc c'est sûr que le mur, on va se le prendre, et comme le dit très bien notre ami, comment il s'appelle, Bruno, qui est l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, Bruno David, qui nous dit le mur, on va se le prendre, mais c'est à nous de décider à quelle vitesse. Et j'espère qu'on va en parler. Quelles solutions on va pouvoir mettre en place pour cette cryosphère-là? Essayons de se concentrer sur ce qu'on peut encore sauver. Merci. On va parler des solutions juste après. Et dans le tour de table, là, un peu par rapport à vos ouvrages récents, Olivier Rémo, tu nous invites à penser comme les icebergs ou à écouter ou suivre la danse des montagnes. Voilà, moi, je t'interrogeais là-dessus. Qu'est-ce qui t'ont raconté enfin, tu fais naître un peu un objet qui était... Au début, tu le racontes très bien dans ton ouvrage aussi. Les icebergs, au début, c'est un fantôme sur les océans qui est dans la brume, mais tu le fais naître et tu nous racontes un peu ce que lui nous raconte, en fait, comment on l'écoutait. Et voilà, donc un mot sur ce que tu as publié récemment. Oui, moi je trouve que ça fait partie des solutions. Finalement, on peut peut-être ouvrir la porte dès maintenant, d'être sensible à des personnages un petit peu inattendus, mais qui sont là encore pour quelque temps. Et j'ai beaucoup travaillé sur ces milieux naturels où on a le sentiment qu'il n'y a plus beaucoup de vie. Par exemple, les régions du Grand Nord, ou par exemple la montagne qui commence à avoir une certaine altitude. Alors, en fait, vous lisez beaucoup de récits d'exploration, par exemple, dont moi je me suis longtemps nourri, que j'adore, évidemment. Et vous trouvez un peu ce registre-là, c'est-à-dire c'est la lutte permanente de l'humain contre la nature, contre le grand froid. On retrouve ça aussi dans les montagnes, hein. Ça donne des très très beaux récits, bien sûr. Mais j'ai toujours ressenti une petite pointe d'insatisfaction à l'égard de la description du vivant. Comme si justement il y avait quasiment plus de vivant. Ça m'a interrogé. Et je me suis dit, mais en fait, le vivant est probablement partout, allons le chercher. Et donc l'iceberg, pour ne parler que de lui, mais ça se vérifie aussi dans les hautes montagnes. Élisée Reclus avait une très bonne intuition en disant plus je monte en altitude et plus j'ai l'impression de monter en latitude. Ça se vérifie à tous les niveaux, cette correspondance-là. D'ailleurs, les Suisses eux-mêmes commencent à parler d'un Arctique vertical. Et l'iceberg, je me suis dit, c'est un personnage assez iconique. On a tous le Titanic en tête, bien sûr, mais on a éventuellement une certaine tradition de l'histoire de l'art en tête, c'est-à-dire, avec quelques souvenirs d'école aussi, le jeu de proportion entre la part émergée de l'iceberg et la part immergée de l'iceberg, qui est évidemment beaucoup plus importante, mais qu'on ne voit pas. L'histoire de l'art, la peinture par exemple, on en trouve des très très belles représentations d'icebergs qui sont souvent dépeints comme des monstres froids, et on les voit presque en surplomb, de haut, on ne voit que la partie émergée. Et là, effectivement, ça semble complètement mort. Mais il suffit de plonger. Il suffit d'aller en dessous. Et à ce moment-là, vous voyez une myriade de vies. Vous entendez la vocalité, en fait, non seulement de la mer, mais aussi de cette masse iceberg qui dérive. Je vous invite à trouver sur Internet des enregistrements de dérives d'iceberg. C'est absolument incroyable du point de vue de la bande sonore. C'est de la musique contemporaine qui hésite entre du chant d'oiseaux et une plaque de bois de maison qui se réchauffe sous l'effet du soleil à 6 heures du matin. C'est très très étrange, mais ça incarne beaucoup.
Donc ça rejoint un peu ce que je disais dans le rapport avec les populations dites autochtones, quoi. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'est des personnages vivants. Et puis, les diatomées, hein, mais voilà, ce sont des arches de vie, en fait. C'est ça qui m'est apparu avec les icebergs. Et j'ai retrouvé la même chose récemment dans le 2e livre, avec, chez Actes Sud, avec les montagnes, en allant observer, en me levant très tôt le matin dans une anfractuosité rocheuse pour observer la montagne en train de se réveiller. Et j'ai retrouvé sur ce plateau, qui est devenu une espèce de place de village absolument inattendue aussi, ça commençait par être traversé par personne, et puis peu à peu, les êtres vivants apparaissent, ils se mettent à vivre ensemble, à cohabiter, à s'embêter un petit peu ou à s'accorder. Voilà, je décris tout ça dans ce livre-là. Et donc, je retombe sur mes pieds, c'est-à-dire ces milieux naturels qu'on croit morts, dénués de vie, inertes, eh bien non. Il suffit d'observer un peu plus longtemps, de prêter attention. Donc cette question de l'écologie sensible m'intéresse beaucoup, et notamment à l'égard de la cryosphère. Parce qu'évidemment, on peut dire c'est une tragédie, ce qui se passe. C'en est une. Mais je suis complètement d'accord avec l'histoire du verre à moitié plein. Il faut maintenant vraiment penser aux 30% de glaciers qui restent et qui ne sont pas encore conquis par ce cannibalisme de la fonte. J'aime beaucoup cette expression d'un géophysicien qui s'appelle Marco Tedesco. C'est-à-dire qu'une fois que le mécanisme de la fonte pour un glacier est enclenché, c'est mort. Il finira par fondre. Donc, il y en a pour lesquels le mécanisme ne s'est pas encore enclenché. Le glacier ne se cannibalise pas encore lui-même, quoi. Donc, il faut penser à cela, il faut penser à l'écosystème, en fait, dont il témoigne. Et donc, il faut arrêter de se dire que là où on croit qu'il n'y a pas de vie, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, il y en a partout. La notion de désert n'a pas de sens si on accorde à la notion de désert, pensez au désert de sable, c'est pareil, la situation de mort. Et donc, je raconte des histoires de vie dans ces 2 livres, bien plus que des histoires de mort. Merci. On passe à... En fait, le monde bouge, les gens se battent. On vient bosser là ce week-end bénévolement. Enfin, voilà, les gens tentent de trouver des solutions, tentent d'activer. Je pense qu'on a un très beau panel d'acteurs qui agissent entre un philosophe, un diplomate, une scientifique exploratrice, je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Et moi, je trouve ça fascinant parce que chacun tire un fil et chacun essaie de souffler sur des braises. Enfin, c'est peut-être pas une bonne allégorie pour la chaleur, pour les glaciers, mais chacun essaie de transformer le monde et voilà, peut-être Olivier Poivre d'Arvor, si tu veux nous raconter soit ton métier, soit tes combats actuels ou des solutions que tu vois. On en a parlé à midi. Ton engagement qui est colossal. On s'est rencontrés au One Polar l'année passée, Summit. Enfin, tout ce que tu fais, la décennie à venir, on peut parler de tout ça. Oui, mais je vais rester en compagnie de mes sternes pour parler de ça. Ces débats, ils sont vraiment, je pense qu'ils nous intéressent tous et plein de gens ici pourraient venir témoigner aussi à leur manière et ils nous rassemblent, ils nous réunissent. Malheureusement, souvent quand même, ces débats sont des débats de tension entre les extrêmes, l'apocalypse d'un côté, les autres qui s'en foutent, les climato-sceptiques, les hypersensibles à ça. Donc ce débat est rarement constructif. Or, ce dont on sait, c'est que d'abord, on va être 10 milliards d'habitants en 2050, donc plus qu'avant, que ces 10 milliards de personnes, c'est-à-dire quand même 2 milliards de plus, hein, c'est beaucoup, ces 10 milliards de personnes, pour 75% d'entre elles, vont vivre à 75 km d'une côte. C'est-à-dire qu'ils s'exposent, et ils exposent la mer aussi, puisqu'ils vont produire les questions d'assainissement, d'artificialisation des sols. Donc cette rencontre entre l'océan, mais évidemment l'océan austral, l'océan arctique, et les hommes au sens large du terme, va être cruelle. Ça, on sait que ça va être cruel, et on les voit, les phénomènes de rencontre, les tsunamis, les hurricanes, l'élévation du niveau de la mer, l'érosion, ça va vraiment être... et voilà, ça c'est la première chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a cette vision un peu sombre, en tout cas quand on sait que ça va exister? Et on sait, aujourd'hui, en effet, sur la cryosphère, on a quand même beaucoup d'éléments qui permettent de savoir où on va, ad minima. Mais en effet, je pense que plus les recherches vont sortir, plus on va se rendre compte que ce n'est pas du tout ça, que ça va aller beaucoup plus loin. Les sternes sont un bon exemple parmi le monde vivant dont nous sommes partis. Et c'était important pour moi de donner la parole à des oiseaux parce que nous-mêmes, on a quand même commis... Enfin voilà, si on parle de ça, c'est parce qu'on en est responsable. Donc les oiseaux pas, les animaux pas, on a parlé des marmottes.
Il y a des animaux qui ne vont pas survivre dans cette affaire. Les marmottes, je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple, les manchots empereurs, c'est fichu. Fichu parce que, d'ailleurs, l'été dernier, la période de reproduction a été dramatique. Tous les petits beaucoup sont morts sur le littoral antarctique. Le manchot empereur, c'est cet animal magnifique que vous connaissez. Il est assez maladroit et il est très attaché à son coin. Voilà, il bouge pas, lui. Il a du mal à imaginer. Bon, il va aller nager après quand il sera petit, mais il revient toujours, puis ils se mettent ensemble. Ils se tiennent chaud pendant l'hiver, et on voit cette image incroyable à moins 50 de ces animaux comme ça en survie thermique. C'est très impressionnant. Mais il ne va pas bouger. Il va pas bouger. Donc, comme il va avoir de moins en moins à se nourrir, il va être totalement, vraiment largué. Et ceux qui travaillent sur les manchots empereurs travaillent sur la disparition des manchots empereurs. Pareil peut-être sur la question que je connais moins de l'ours polaire, mais en tout cas, là, il y a un sujet. Les oiseaux, il faut suivre le chemin des oiseaux. Pas les manchots empereurs parce qu'ils ne décollent pas. Les oiseaux, ils s'adaptent. Donc, et suivant d'ailleurs les migrations, je me suis un peu intéressé à ça, je n'étais pas spécialiste, mais par exemple, les migrations des sternes ont, sur les 20 dernières années, extrêmement changé. C'est-à-dire qu'ils survolent ou pas tel fleuve ou plus, parce qu'il n'y a plus rien à aller chercher dans ce fleuve-là. Il est sec, il fait trop chaud, ils volent environ à 1000 mètres d'altitude. Donc, à chaque migration, ils déplacent leur curseur, je ne sais pas comment, mais ils arrivent au même point, ou presque. Et donc, c'est ça que nous devons faire. On doit être mobile. On ne doit pas être idéologique, je me permets. On doit être mobile, prêt à se déplacer mentalement, à comprendre le changement climatique. Moi, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas du tout là-dedans. Donc, j'ai fait ce travail de déplacement il y a quand même quelques années déjà. Mais Cousteau, vous savez, en 1986, il y a une émission où il y a Jean Jouzel, qui est un grand glaciologue, et Claude Lorius, et tout ça, ils expliquent à Cousteau, devant Pivot, qu'il y a du changement climatique. Et alors, Cousteau dit « Pouf !» Il ne croit pas une seconde. Mais moi, en 86, j'étais pas... Donc, il faut être capable de se déplacer, de changer, de comprendre les nouveaux paradigmes. Il faut être capable de se déplacer physiquement. Ça, malheureusement, nous, on est relativement confortable, en tout cas. Malheureusement, les migrants... par milliers, et ayant beaucoup vécu dans le monde arabe, je pense évidemment toujours à celles et ceux qui, dans la Méditerranée, par milliers chaque année, 5-6 000, donc vraiment perdent la vie. Mais il va falloir se préparer nos valises mentales, nos valises réelles, pour quand on vit trop près de la mer, à se reculer, quand on est maire d'une ville, à arrêter. Je pense par exemple au bassin d'Arcachon. J'étais pas longtemps dans un petit festival très sympathique de livres, et je crois que je me suis pas fait un ami avec le maire d'Arcachon qui a des grands projets. Il veut construire des hôtels sur le bassin, là, sur la mer. Or, la carte, si vous regardez, vous pouvez regarder en sortant, la carte, vous regardez bassin d'Arcachon, élévation au niveau de la mer, et vous voyez que malheureusement, dans 10-20 ans, et là, l'élévation du niveau de la mer, c'est égalitaire, ça touche les riches aussi, il n'y a pas que les pauvres. Les pauvres riches, ils vont être très touchés par le... Donc je pense que ce n'est pas le moment, si vous avez une maison dans le bassin d'Arcachon, pensez à revendre et acheter ici, c'est mieux, en tout cas, c'est évident. Je suis très mauvais dans les placements, ceci dit. Et donc voilà, ce qui m'intéressait avec ces sternes arctiques, c'est leur capacité de mobilité, d'adaptation, et de faire le voyage avec eux. Et puis c'est une leçon aussi, je pense, d'humilité, parce que, y compris quand on s'exprime, on a l'impression d'avoir compris les choses, le monde, de donner des indications, etc. Restons modestes quand même dans nos essais, dans nos proférations, dans nos déclarations politiques. Tout le monde veut sauver la planète aujourd'hui. J'étais à l'Assemblée générale des Nations Unies, on a l'impression que le monde est, voilà, bon, à part dans quelques endroits tragiques, au Moyen-Orient et en Russie, mais vraiment ce discours politique excessif qui annonce vraiment le sauvetage des solutions. Je pense qu'il faut qu'on construise ensemble avec des scientifiques, avec des environnementalistes, des ONG, des politiques. Et c'est ce qu'on essaie de faire ensemble, tu en parlais, d'abord en rendant le thème de la cryosphère populaire. Voilà, tout le monde peut maintenant comprendre ce que c'est. En mettant des scientifiques pour nous apporter les témoignages de ça. Et ensemble, en essayant de construire, c'est une idée qu'on a eue, j'espère que peut-être on pourra mettre une petite plaque aux marches ici avec Jean-Baptiste, d'essayer d'imaginer un traité international des glaciers,
Comme il existe ce traité de l'Antarctique qui protège l'Antarctique. Aujourd'hui, l'Antarctique, c'est extraordinaire. Personne ne peut avoir d'activité industrielle, économique, minière, parce que c'est un continent entier, pourtant tellement stratégique, dédié uniquement à la paix et à la science. Alors, j'imagine que ce n'est pas facile de faire un traité international des glaciers en expliquant à tous ceux qui vivent autour des glaciers qu'il faut arrêter d'exploiter, etc. On peut regarder, mais il ne faudrait pas se lancer dans l'exploitation. Mais pourquoi pas? Je pense que des utopies sont encore possibles parce qu'on est beaucoup à penser que ces glaciers mériteraient un traité international et qu'on appellera le traité des marches, évidemment. Voilà. Bon, merci. Juste un petit mot là-dessus. On espère que ça commence ici. Alors, on a déjeuné ensemble et on a rêvé, on s'est projeté dans un monde souhaitable. En fait, l'utopie, elle commence dans les territoires aussi. Pendant le One Polar Summit, on a réussi à faire bouger la législation et l'ambition nationale en France. Pour la première fois, la France est le premier pays à ma connaissance au monde à s'engager. Le président Macron l'a redit, mais c'est dans la stratégie nationale biodiversité 3, sur un document que j'avais préparé avec mon ONG, à placer tous les glaciers en France en protection forte et les écosystèmes post-glaciaires, ce qui arrive après les glaciers, les forêts primaires, les zones humides. Il y a un engagement aujourd'hui qui est politique, qui est colossal, qui est courageux, qui est visionnaire. Maintenant, il faut qu'il décline dans les territoires. Et on fait décliner ça, nous, à Bourg-Saint-Maurice. Donc, c'est une commune que vous connaissez bien, j'imagine, qui porte des choses fortes sur la transition écologique. Et on expérimente aujourd'hui avec l'État et avec le territoire sur protéger les glaciers. Et ce fameux traité international, finalement, ces zones qu'on veut laisser pour les générations futures, pour le vivant, pour séquestrer du carbone, pour avoir de l'eau douce demain dans les territoires et pas voir ça juste comme des zones d'expansion où on va mettre des mines et des domaines skiables dans tous les sens. Voilà, donc ça commence. Tu parlais de populariser la cryosphère. Qui mieux que Heidi, presque en ce moment sur Terre, pour le faire. Heidi, moi, ce qui m'intéresse, toi et moi, on a un parcours. On est nés la même année et on a à peu près quitté le monde académique en même temps. Quelle année d'ailleurs? On aimerait bien savoir. La meilleure. On dira pas. Ouais. On a quitté les deux le monde académique en même temps, je pense, parce qu'on était confrontés des fois à des blocages ou à. Toi et moi, on voulait faire de la politique, mais au sens, comme je dis, j'espère noble du terme. Comment toi, tu t'engages? Comment tu vois les choses, tes combats, tes actions? Oui, c'est vrai qu'on voit qu'une partie de scientifiques ou de membres de la communauté académique vraiment s'engagent au-delà de publier de la science et faire de la science, ce qui est déjà un vrai engagement. Hein. C'est pas facile d'être scientifique en 2024, mais vont aller au-delà de ces rapports scientifiques, de ces publications, et vont essayer peut-être de rendre ces connaissances accessibles au plus grand nombre, comme tu le fais aussi très bien, Jean-Baptiste. Vont essayer peut-être d'aider les territoires justement à se concentrer sur ces solutions, à maintenant, tous nos rapports scientifiques au niveau du Conseil de l'Arctique sont coécrits avec les communautés autochtones. Il était temps qu'on respecte leurs connaissances. Et donc, vraiment aller au-delà de ce qu'on demande à des scientifiques aujourd'hui. Et c'est pas simple. C'est-à-dire, je tiens vraiment à le dire aujourd'hui que tous ces scientifiques qui s'engagent, c'est pas ultra valorisé aujourd'hui de faire de la communication scientifique, hein, on le sait, dans une carrière scientifique. Et parfois, c'est aussi accepter de s'en prendre mais plein à la tronche, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au niveau du monde politique. Parfois, c'est très difficile. Mais au moins, on voit aujourd'hui que les gens s'engagent, qu'ils soient scientifiques ou autres. Olivier part, Olivier n'en peut plus. On a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir ce courage, tout simplement, de faire parfois des pas de côté, et ces pas de côté, ils sont absolument considérables, ils sont extrêmement importants. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, et ça, c'est vraiment le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que ça me tient vraiment à cœur, qu'on va vous parler qu'on a besoin de solutions. Et ces solutions, petit à petit, elles naissent au niveau des territoires, elles naissent au niveau national. Mais quand ces solutions, elles sont trop belles pour être vraies, souvent, c'est qu'elles sont trop belles pour être vraies. Donc là, par exemple, il y a une énorme vague qui est en train d'arriver de la géo-ingénierie. Donc, c'est-à-dire que on pense qu'on va pouvoir, grâce à la technologie, manipuler délibérément le climat sur des échelles très grandes, sur des périodes très longues. Par exemple, dans les Alpes, nos beaux glaciers, on sait qu'il y a déjà quelque chose qui est utilisé dans des endroits très, très ponctuels. Par exemple, mettre des bâches blanches sur les glaciers. Et quand on est une station de ski et qu'on a besoin peut-être de maintenir une certaine endroit avec un petit peu de glace pour l'hiver suivant, voilà, on met des bâches blanches. Alors, ces bâches blanches, pour la plupart, elles sont en plastique, hein. Elles sont très lourdes, très compliquées à installer. Mais surtout, là, en ce moment, il y a quelques personnes qui pensent que on s'en fout de la science, on s'en fout de l'impact, l'importance des glaciers pour la biodiversité. On va bâcher un maximum de glaciers sur Terre. Voilà, bon, ok. Et pourquoi nous, ça nous stresse? Parce que on a cette
compréhension holistique de l'écosystème. Et on sait qu'un glacier, c'est pas juste une masse qui nous donne un peu d'eau une partie de l'année. C'est bien plus que ça. Il y a toute une biodiversité qui est associée à ça. Il y a des croyances qui sont associées à ça. Et ces bâches blanches, surtout, donc accrochez-vous, quand on pose des bâches blanches à 3000, 4000, voire 5000 mètres d'altitude, elles sont soumises à des conditions qui sont quand même ultra hard. Et en fait, elles se dégradent beaucoup sous ces conditions difficiles, sous le rayonnement UV qui est extrêmement violent. Et donc, généreusement, ces petites bâches blanches, elles vont dispatcher des nanoplastiques, des microplastiques de partout dans nos châteaux d'eau naturels. Donc, préparez-vous à cette sorte de croisade de la géo-ingénierie qui vont nous dire qu'on peut bloquer une partie du rayonnement solaire, ça donne des pluies acides, c'est pas si globe que ça, qu'on va installer des murs ou des rideaux sous-marins autour de l'Antarctique et du Groenland pour limiter leur fonte. Alors vous êtes peut-être en train de dire, mais c'est n'importe quoi ces solutions. Bien sûr que c'est n'importe quoi, mais c'est en train de dominer en ce moment les médias, parce que c'est nouveau, parce que c'est innovation, c'est de la tech, trop cool. C'est dominer les médias et nous, c'est en train de nous bouffer toutes les négociations internationales. Ça n'attaque pas du tout le problème à la source du climat, mais ça met des pansements par-ci, par-là. Et surtout, ce sont des business, parce que les entreprises vont pouvoir acheter des crédits carbone pour sponsoriser finalement ce genre de solution. Donc, faites très, très attention par rapport à ça. Si ça a l'air trop beau pour être vrai, si ça ne remet pas en cause notre système, c'est que malheureusement, ça ne fait qu'y participer. Donc la géo-ingénierie, gros warning, et là, JB et moi, on est en train de surveiller de très près ce qui se passe par rapport à ces bâches blanches sur les glaciers, à très grande échelle, bien sûr. Sur toi, Eddy. J'excuse Olivier qui avait un appel très important de par tes fonctions diplomatiques et de représentation. Donc, Olivier Rémo, en tant que philosophe, s'engager, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que tout ça t'évoque, toi, sur la cryosphère? Parce que, ouais, voilà, tu as la parole. Beaucoup de choses. Déjà, sur le dernier point fait par Heidi, moi, je partage à fond, évidemment, et parce que c'est un dossier absolument énorme, la géo-ingénierie, et puis c'est une façon de renouer avec un fantasme de démiurge, en fait, de maîtrise de la nature qui devrait être totalement obsolète. Enfin, il faut absolument abandonner cette posture. Donc là, on renoue avec, c'est contradictoire. Jusque dans certains extrêmes autres, répondre à l'extinction des espèces par la désextinction, selon les termes utilisés, c'est-à-dire la recréation des espèces par jeu de parenté génétique. Donc le pigeon migrateur, par exemple, ils sont en train d'essayer de recréer l'espèce du pigeon migrateur. Bon, c'est un jeu, en effet, qui peut être très, très dangereux. Après, sur ta question, Jean-Baptiste, elle peut se décliner de manière très, très plurielle. Il peut y avoir un engagement dans la vie associative, ça, bien sûr, moi, je le recommande. Évidemment, c'est quand même là que se nouent beaucoup, beaucoup de choses qui ont du sens et qui ont du sens immédiat, de vie quotidienne, de sociabilité et puis d'enjeux à horizon long. Et ça me permet d'introduire cet autre argument auquel je crois, moi, en termes de rapport à l'engagement. C'est-à-dire que je vous parlais de l'importance, en fait, de devenir sensible à des milieux naturels. Ça peut paraître assez naïf, mais je crois c'est quand même assez difficile de penser l'engagement et a fortiori de le mettre en œuvre si on n'aime pas vraiment ce pourquoi on s'engage, ou du moins si on n'a pas mobilisé son outillage affectif à fond pour se dire justement plus, mais que ce soit intériorisé, que ce soit légitime du point de vue de son intériorité, c'est-à-dire on y croit vraiment, C'est même au-delà d'une question de croyance, c'est-à-dire on se met à vivre comme ça pour partager l'idée que c'est plus qu'un amas de glace, ou de cristaux en l'occurrence, mais c'est en fait un milieu de relations extrêmement, extrêmement compliqué, un glacier, tout ce dont on parle. Et ça m'amène, juste Jean-Baptiste, à une chose à laquelle je crois vraiment mordicus, c'est que lorsqu'on est vraiment sensible à des milieux naturels, à des êtres vivants qui les peuplent, qui ne sont pas comme nous, ce qui est aussi une preuve de sensibilité, d'empathie à l'égard de ces autres. J'aime beaucoup cette expression très simple d'une anthropologue australienne décédée aujourd'hui, Deborah Bird-Rose, les autres. C'est très joli. Voilà, quand on est sensible à l'égard des autres,
on comprend aussi, je crois, quelque chose, c'est que on ralentit. Tout va moins vite. Alors, le problème, c'est quand même la vitesse, tu l'as très bien dit, tu l'as très bien dit aussi, Heidi, du réchauffement climatique, avec ses effets en cascade extrêmement précipités, de sorte que les espèces aujourd'hui très bien adaptées, je pense à la grenouille des Pyrénées qui est en train de disparaître, très bien adaptées, qui pendant des dizaines de milliers d'années se sont adaptées au milieu montagneux. Je vous passe l'histoire, mais liée aux dernières glaciations. Mais en fait, ça change tellement vite en montagne que cette espèce va probablement disparaître parce qu'elle s'est trop bien adaptée à un état fixe de la montagne, qui change, hein, mais disons à peu près, du point de vue de l'évolution, à peu près le même. Et là, ça change très vite d'un coup. Elle n'a pas les moyens de réagir. Bref, en fait, quand on devient très sensible à des milieux naturels qu'on aime, qu'on a envie de sauvegarder, de protéger, qu'on s'engage éventuellement pour ça, qu'est-ce qu'on comprend? C'est le temps profond. C'est que la nature, ce qu'on appelle la nature, elle est lente ou plus lente que ce qui arrive du point de vue du réchauffement climatique, que ce qui lui arrive. Pourquoi? Parce que son temps est long. Et ça, je crois qu'on est vraiment victime du court-termisme. On peut le décliner à tous les niveaux. Et je trouve que comprendre en fait le sens de ce qu'on peut appeler une écologie longue, sans idéologie justement, de manière très pragmatique, c'est-à-dire s'inscrire dans un présent qui dure un peu plus que le simple instant, parce que en fait, quand on est en pleine montagne ou quand on est devant un glacier, qu'est-ce qui se passe? On touche la durée. Hein, on est tout simplement en présence d'une durée très longue. Eh bien, se lever là-dedans, c'est, je pense, se donner les meilleurs moyens d'anticiper un avenir meilleur. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, ça fait écho à beaucoup de nos combats. Le premier mouvement, le plus important et le plus pur et le plus durable à faire aujourd'hui, c'est le mouvement d'aimer. Enfin, c'est ça dont tu parles. Et voilà, donc Révolution 2024, on découvre qu'on doit commencer par aimer. Et quand on aimera la nature aussi forte que ce qu'elle nous donne, sans laquelle on ne sait pas vivre, peut-être qu'on changera les choses dans le bon sens. On propose d'ouvrir les questions à la salle. Il reste une grosse quinzaine de minutes pour les échanges avec vous. Ça va être dur de choisir les questions. Oui, merci de me donner la parole. J'ai cru entendre, madame, de votre bouche le mot courant. Alors, j'ai ma question derrière. Quels éléments vous avez sur la possible inversion du Gulf Persique? Les conséquences, bon, on a déjà pas mal d'éléments, mais là-dessus, j'aimerais vous entendre. Vas-y. Merci, monsieur. Oui, en fait, les courants autant atmosphériques que océaniques sont en train de subir de plein fouet la fonte des glaces. Les courants océaniques, ils aiment beaucoup les écarts de température, les écarts de salinité. Et on voit aujourd'hui que les pôles se réchauffent plus vite qu'ailleurs et que les calottes polaires déversent énormément d'eau douce et que la banquise disparaît petit à petit. Donc, ça crée cette perturbation et on mesure un ralentissement déjà aujourd'hui de la circulation océanique mondiale. À voir à quelle vitesse ça va se dérouler, est-ce que ça va s'inverser ou pas. On n'y est pas encore, mais en tout cas, on est en train de mesurer. Déjà, c'est confirmé un ralentissement de la circulation océanique globale. Voilà, je vais faire très court là-dessus. Merci. Bonjour, merci pour vos interventions à tous. Une question. Le JT de France 2 présentait hier soir le projet Tara Global Station, me semble-t-il. Alors, voilà, vous avez parlé parfois de projets qui sont très médiatiques, etc. Que pensez de ce projet? Et vous, les spécialistes, les experts que vous êtes, qu'attendez-vous d'un tel projet? Écoutez, comme c'est un projet qu'on a partagé avec Romain Troublé dès le début, puisque l'État français, nous d'ailleurs, le finançons très largement, pour plus de la moitié. C'est un très beau projet, d'abord parce que Tara, l'expédition, a déjà derrière elle tout un travail remarquable dans tous les océans. Et là, cette station dérivante va permettre d'observer pendant une vingtaine d'années, dans le cadre de coopération scientifique, en se laissant d'ailleurs prendre par les glaces, ce qui se passe dans cet océan Arctique. Donc c'est très bien. Ça, c'est le bon exemple. Malheureusement, je ne voudrais pas vous laisser sur une note pessimiste, mais j'ai dû m'absenter vraiment pour une petite urgence. Mais petit pessimisme quand même. Comment on va faire? Alors maintenant, il nous reste des minutes pour savoir comment on va faire, on va s'organiser les uns les autres. Ce qui est certain, c'est que si on laisse les dirigeants
nos dirigeants, quels qu'ils soient, dans 193 pays du monde, s'occuper de ça, de nous, vraiment, je vous assure, parce que je les fréquente, je ne parle pas du mien, j'estime beaucoup, mais je parle de ce qu'on voit aux Nations Unies, des discussions. Tu parlais du court-termisme, ce besoin d'être réélu. Évidemment, donc leur vision, ils n'ont pas le temps de cette discussion normale. Leur vision, c'est à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 mois parfois. Des gouvernements qui, en effet, sont de plus en plus courts. La France, finalement, ne fait que vivre ce que d'autres peuvent vivre. Et évidemment, le nationalisme. Comment voulez-vous que penser large alors que vous allez avoir des votes qui vont être de 40-50%, en France 60%, pour des visions comme assez refermées sur les problématiques françaises, qui sont réelles. Il y a plein de problématiques, loin de nous de vouloir exclure les questions de migration de ce type-là, mais enfin, donc là, c'est pas avec des votes comme ça qu'on va penser le monde de manière solidaire. Après, l'amour, embrassons-nous, Folleville, tout ça, bon, c'est sympa, mais ça marche pas. Et en plus, embrassons-nous qui? Nous, les Européens, nous, le Northern, nous, les Occidentaux, et alors qu'ailleurs se développe une pensée qui est une pensée de substitution par rapport à la nôtre, et qui a beaucoup de mérite d'exister, qui est construite sur tout un monde souvent post-colonial, et qui rassemble ce qu'on appelle le Sud global, ou ce qu'ils appellent le Sud global, qui ne pense plus comme nous. Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine. Il y a une pensée maintenant qui se construit, qui est d'ailleurs sur des sujets climatiques, qui pose la question du financement, de la contribution que les pays riches doivent apporter aux pays pauvres. Et donc, il y a un grand désordre géopolitique. Le changement climatique, c'est une chose. Le désordre climatique, c'est une chose. Mais le désordre géopolitique qui se construit là-dessus, c'est ça le plus inquiétant. C'est que la sagesse, les Nations Unies sont très impuissantes. Vous le voyez, déjà sur les conflits chauds, très impuissantes sur les questions Israël, Gaza, Liban aujourd'hui, très impuissantes sur les questions Russie-Ukraine. Donc ils n'arrivent pas à résoudre. Ce n'est pas des facteurs de paix. Ils n'arrivent plus. Ce n'est pas leur faute, c'est comme ça. Mais sur cette crise qui est froide, mais qui est très chaude en fait, qui est celle de la cryosphère, par exemple, n'imaginez pas qu'ils vont se mettre d'accord. Ils vont penser national, ils vont penser dans leurs frontières. Et donc je pense que la seule manière de faire, mais c'est un travail colossal, c'est que les sociétés civiles des différents pays se rencontrent, s'unissent, se partagent. Alors est-ce que c'est à travers des pensées communes, des textes, des productions scientifiques communes, pour que les sociétés civiles pèsent, comme pèsent peut-être des citoyens dans une commune ou dans une agglomération, pour qu'il y ait vraiment un point de vue de nous, notre point de vue, pas leur point de vue à eux, qui est un point de vue, pour certains, habité de vision, mais souvent habité de désir de pouvoir, et avec une connaissance faible de ces enjeux, et surtout des intérêts économiques majeurs derrière tout ça. Hier, on avait une discussion sur l'eau, mais on n'a pas assez parlé des intérêts économiques derrière l'eau. Donc en fait, il y a beaucoup de business derrière tout ça. Ça peut être un business intelligent, mais pour ça, il faut trouver, je ne sais pas comment, l'Organisation mondiale des sociétés civiles du monde entier, enfin, c'est très compliqué à faire, mais pour qu'il y ait ce dialogue et qu'on pèse plus fort que ceux qui nous dirigent et qui sont, à mon avis, pas en situation dans les 20 ans à venir de prendre les bonnes décisions. Merci. Question suivante. Merci à vous tous d'être là. Ma question va aller à Heidi. Rebonjour. Dans les gaz à effet de serre, le méthane est difficile à étudier. Il y a une source de méthane qui est libérée régulièrement par le permafrost arctique, bien sûr, mais il y a surtout la question des hydrates de méthane. Alors ma question est très simple. Doit-on en avoir peur et en connaît-on l'échéance? Oui, merci. C'est une super question. Là. Le permafrost, c'est très important. Le permafrost, aujourd'hui, donc, émet des gaz à effet de serre. Il émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Japon. Donc, c'est comme si on rajoutait un Japon, en fait, sur Terre. Si on franchit 2 degrés d'augmentation de température, le permafrost, il pourrait, en quelques décennies, commencer à émettre autant de gaz à effet de serre que l'Union européenne. Donc, c'est comme si on rajoutait l'Union européenne. Si on atteint 3 degrés d'augmentation de température, c'est autant que les États-Unis. Donc, c'est un énorme sujet, très, très sérieux. Là, je parle du permafrost qui est sur Terre, mais il y a aussi du permafrost dans l'eau qui pourrait, lui aussi, contribuer à émettre ses propres gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que des sujets comme l'extraction minière des fonds sous-marins ou toute
toutes les activités industrielles, tout simplement, qui se déroulent dans ces régions polaires, pourraient peut-être réactiver ce permafrost, le déstabiliser et rajouter encore plus ces gaz à effet de serre qui catalysent littéralement le changement climatique aujourd'hui. Donc la meilleure solution, voilà, c'est d'une part d'essayer de ne pas trop embêter ces écosystèmes-là, de les garder gelés le plus longtemps possible. Et comme l'ont très bien dit tout le monde autour de cette table aujourd'hui, il va falloir s'adapter. C'est clair qu'il va falloir se préparer à ce que le permafrost continue à émettre des gaz à effet de serre et ça va encore plus réchauffer notre climat. Les derniers rapports du GIEC ne prennent pas en compte les émissions de gaz à effet de serre du permafrost. Les prochains, c'est clair. Donc, adaptation, ça va être vraiment la clé, tout en essayant de garder ces environnements gelés le plus longtemps possible. Oui, on m'entend, je pense. Oui, donc, je sais pas. Je voulais parler un petit peu d'anxiété et de décompensation, parce que vous parliez des glaciers tout à l'heure, et en psychologie, dans la maladie mentale, on parle, je ne suis pas psychologue, mais j'en ai fait un peu, on parle d'une personne qui décompense, c'est une personne dont il y a un certain nombre de facteurs qui s'ajoutent dans sa vie, etc., et qui font qu'à un moment donné, elle bascule dans la maladie mentale, dans le délire, dans ce qu'on voudra de fou. Et c'est un peu ce qui nous arrive, j'ai l'impression, ou ce qui arrive aux glaciers. Vous parliez tout à l'heure des glaciers, il y a 30% de certains qui, pour l'instant, n'ont pas décompensé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entrés dans ce processus irréversible. Et donc, ma question, c'est un petit peu déjà, est-ce qu'on peut faire une différence entre les lieux, parce qu'entre les glaciers, la cryosphère, c'est global, mais la différence entre les pôles et les autres glaciers, pourquoi il y a des glaciers qui ne décompensent pas? Est-ce qu'il y a une cause à ça? Et ma deuxième question, je ne sais pas si ça a un rapport, mais c'est sur le rapport entre le global et le local. Parce que l'anxiété, c'est aussi, chacun on la ressent. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre niveau? Parce que le permafrost, tout ça, moi, vous parlez de l'ingénierie. Effectivement, on a bien conscience que c'est un système et qu'il faut agir sur des causes. Et nous, sur les causes, on nous parle des gestes, on nous parle beaucoup de choses depuis des années. Je pense qu'on essaye de tous en faire. Mais je pense à la convention, par exemple, des citoyens qui est tombée un petit peu à l'eau. Comment on peut s'emparer de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est peut-être vaste comme question, mais le global, le local, la décompensation. Voilà. Moi, je pense que le côté intéressant de votre question, c'est l'éco-anxiété. C'est l'anxiété. Peut-être une parole de philosophe là-dessus peut nous faire du bien. Non, mais sans effet de discipline, nullement. Mais, donc, c'est très complexe. Mais en vous écoutant, je pensais évidemment à ce mot dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il s'est diffusé peu à peu dans les médias maintenant, mais qui a été inventé il y a un néologisme, il y a 15 ans à peu près, par un écologue australien, Glenn Albrecht, le terme de solastalgie, pour désigner en fait le type de détresse écologique que les gens ressentent lorsqu'ils constatent devant leurs yeux l'effondrement de leur milieu de vie, vraiment dont ils sont familiers, ils y sont nés, ils y ont passé leur vie, éventuellement ça s'est transmis de génération en génération. Voilà, ça se détruit sous leurs yeux et c'est marqué par un fort sentiment d'impuissance. Donc bien sûr, là, la question de l'extractivisme est majoritaire, c'est-à-dire des compagnies minières qui s'installent dans un lieu, qui le détruisent de A à Z, et finalement, on est quasiment délogé par ça. Les méga-feux, et Glenn avait été beaucoup sollicité en Suède, notamment en 2017, durant une grosse époque de méga-feux. On voit maintenant combien c'est récurrent, donc qui ratissent complètement des zones. Voilà, donc je pense que en fait, l'éco-anxiété, c'est une grammaire très complexe. L'éco-anxiété, ça a été beaucoup analysé en psychologie traumatique, en anthropologie du climat, etc. Il y a l'éco-colère, il y a l'éco-chagrin, il y a l'éco-anxiété, il y a plein de choses dessus, mais je pense que le terme de solastalgie est le bon terme, point de départ. À partir de là, la décompensation, c'est aussi un processus très très complexe. Moi, il y a une question qui m'intéresse énormément, parce que je pense que c'est un point très sensible, c'est ce qu'on appelle l'amnésie environnementale. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte,
assez récemment, là aussi, des études sont sorties allant tout à fait dans ce sens, que à chaque génération correspondait un stade d'amnésie mentale. C'est pour ça que je défends la notion d'écologie longue et de temps profond. C'est-à-dire qu'à force de se dire, lorsqu'on est dans la génération où on commence à devenir conscient du milieu dans lequel on vit, et un petit peu plus tard, c'est l'état zéro normal, à partir duquel ça va se dégrader, quand on est éventuellement conscient des enjeux, eh bien on oublie l'état de dégradation préalable. Donc renouer en fait avec un rapport à la fois sensible, à la fois explicatif, compréhensif. Le travail de l'écologie scientifique est extraordinaire là-dessus, extrêmement utile. Pour être en mesure, avec une psychologie personnelle qui du coup est beaucoup plus stable parce qu'on comprend mieux les enjeux à l'échelle des âges, si j'ose dire. C'est difficile, hein, mais on peut s'y coller. Enfin, moi, je sais qu'en tant que chercheur, j'essaye de m'y coller, chacun à sa manière, voilà, et puis ça marche ou ça marche pas, mais j'ai senti combien éventuellement ça pouvait combattre une certaine forme de tristesse en moi. Et donc, voilà, c'est cette notion de trouble qui est capitale aussi, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit nous plonge dans un trouble assez abyssal. Et qu'est-ce qui se passe quand on est troublé? Eh bien, tantôt, on est très angoissé, et puis tantôt, on a des moments de joie. Eh bien, comptons sur ces moments de joie, mais je pense que se renouer avec une compréhension large, ça sert à beaucoup. Eddy, pour compléter. Je voulais juste rajouter quelque chose. Déjà, on peut vraiment se révéler dans l'action, quoi. Et moi, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de jeunes qui sont extraordinaires et qui ont vraiment énormément de bienveillance, qui vraiment se concentrent, sont force de proposition, se concentrent sur ces solutions. C'est pas de leur faute, mais on va avoir besoin d'eux. Et en parlant de ça, à 16h, dans l'autre salle de conférence, il y a une super justement session sur la jeunesse. Donc allez-y, ouais. Franchement, on a besoin aussi de leur sagesse, de leur connaissance, de leur expertise. Donc on aura beaucoup de choses à apprendre d'eux aussi. Oui, j'en renchéris et je suis bien d'accord. Sur l'éco-anxiété, d'abord, quand on voyage un peu, il y a d'autres sujets que les sujets de transition climatique qui produisent de l'anxiété dans le monde, la migration, la faim, la guerre. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a toutes sortes d'anxiété et que celle-ci est un peu formalisée, construite un peu dans les communautés parfois, évidemment, mais aussi dans ce monde occidental. Évidemment qu'il faut la considérer. Néanmoins, nous avons une chance, nous, nantis que nous sommes. Nous avons la connaissance de ces phénomènes-là. Donc, on est moins anxieux quand on sait. Moi, j'ai appris il n'y a pas très très longtemps. Je pense qu'on apprend tous aujourd'hui, on a appris des choses les uns les autres, des uns des autres. Donc, on sait, et c'est une force considérable. Et au nom de ce savoir qui nous est arrivé, y compris sur notre responsabilité, plutôt que de se mettre de la cendre sur la tête ou d'accuser les autres ou les dirigeants, comme je l'ai fait il y a peu de temps, il faut agir. Et c'est possible, tu l'as dit, à tous les moments. Mais en effet, il ne faut pas être passif. Il faut que les jeunes prennent le pouvoir, vraiment. Et les vieux suivront, et les dirigeants suivront, parce que c'est des citoyens, parce que c'est des électeurs. Donc je pense qu'on a un devoir excitant, très joyeux d'agir ensemble. En plus, c'est très valorisant, je trouve, de construire à l'échelle locale, à l'échelle régionale ou à l'échelle internationale des scénarios d'espoir, parce qu'il y a eu quand même, à travers tous les siècles précédents, des moments de grand désespoir. Donc les gens se sont remis à la tâche, à l'ouvrage ensemble, dès lors qu'on a des rêves, et moi j'ai préféré en effet du côté des Stern, qui s'adaptent, qui vont trouver le monde. J'ai deux personnages, Jet et Lily. Il est victime au bout de 30 ans, alors que c'était un gars assez solide, enfin un oiseau assez solide. Il est victime d'éco-anxiété. Il hésite à faire ce dernier voyage, parce qu'à force de voir en effet les glaciers qui tombent, l'eau qui déborde, etc., et bien, ce dernier voyage va le remettre en selle pour longtemps, si j'ose dire, parce qu'il va pouvoir faire changer, en arrivant en Antarctique, le point de vue des gouvernants sur le traité de l'Antarctique, et il aura le sentiment d'avoir été utile dans le fond avant de disparaître. C'est quand même génial de pouvoir se dire qu'on est un tout petit peu utile. Merci beaucoup. On arrive au bout. C'est un salon du livre, donc ils ont des livres à vous partager. Allez les voir, allez discuter. Les livres sont passionnants. Merci beaucoup, c'était intéressant. Puis je trouve que le panel, il est très complémentaire. Un tout petit mot, l'engagement, il est partout, tout le temps, à toutes les échelles. C'est très bien dit.
2025 sera l'année ONU internationale de la préservation des glaciers. Donc il y a un congrès mondial, il y a un fonds mondial de l'ONU, on va en entendre parler. Le plus les scientifiques, les diplomates, les philosophes, les citoyens, les professeurs, les garagistes, tout le monde en parle et se saisit des choses, le plus on bouge sur tout ça. Et nous, on fait juste un tout petit bébé. Je fais de l'autopromotion, mais c'est en lien. On lance le premier festival qui s'appelle Agir pour les glaciers l'année prochaine à Bourg-Saint-Maurice pour continuer à parler de tout ça, où vous serez tous invités. Et sur des solutions, en fait. Là, l'idée, c'est on va essayer de dépasser penser ou parler des glaciers par agir. Ça veut dire quoi pour un territoire? Ça veut dire quoi pour un domaine skiable? Ça veut dire quoi pour un guide de haute montagne? Ça veut dire quoi pour tout le monde? Et comment on fait de la politique publique? Comment on met les territoires en mouvement? Donc merci à tous pour votre attention, et si vous êtes intéressés par le festival et surtout par les livres et les auteurs, allez discuter avec et bravo au modérateur, hein, quand même, parce que c'est la première fois. Voilà.